Bonjour. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier toutes les femmes qui ont organisé cette conférence, remercier Madame Radjavi, mon amie, de nous permettre de nous retrouver avec d'autres amis, ici comme dans les années précédentes, avec des femmes que j'admire, que j'aime, et avec certaines autres que je découvre. Je voudrais en particulier vous demander à toutes de m'accompagner dans une démonstration d'affection pour une femme qui est la fille d'un homme que nous aimons et admirons tous. C'est la fille de Nelson Mandela qui est là avec nous aujourd'hui. Pumla. J'ai beaucoup pensé à son père ces derniers temps et d'une certaine façon, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui tient de très près à ce que nous avons tout appris de son exemple et de son expérience. Et en fait, je crois que la réflexion centrale à laquelle je voudrais vous amener, c'est celle de comment transformer la faiblesse en force. Parce que si nous sommes ici réunis, c'est justement parce que notre défi est celui-là. C'est celui de transformer la faiblesse de la femme, une faiblesse que nous sentons toutes, dont nous sommes témoins, dont nous sommes victimes tous les jours, en une force pour tous ceux qui ont besoin de notre soutien. J'ai été kidnappée pendant 7 ans dans les jungles de la Colombie. Et j'ai eu, je dois dire, une chance extraordinaire avant de vivre cette expérience, celle d'avoir été témoin 2 mois auparavant, à la télévision, tout à fait par hasard, d'un documentaire qui expliquait quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est ce qu'on appelle l'expérience de Stanford. Il se trouve que cette université très prestigieuse américaine avait fait, dans les années 80, une expérience concluante, intéressante et aussi dramatique. Ils avaient pris les étudiants d'une classe, donc des étudiants américains aisés, sans traumatisme particulier, sans expérience de vie difficile. Et ces jeunes hommes et ces jeunes filles avaient été divisés de façon arbitraire en 2 camps. D'un côté, il y avait les gardiens et de l'autre côté, il y avait les prisonniers. Et ils allaient jouer un jeu, celui d'être en confination pendant 1 semaine ou 2 semaines, les uns jouant le rôle de garde, de gardien, et les autres jouant le rôle de prisonniers. La conclusion de cette expérience est dramatique parce qu'on a pu montrer que le fait d'avoir ce rôle assigné a transformé les personnalités des joueurs. Les gardes sont devenus arbitraires, abusifs, sadiques. Et les prisonniers sont devenus soumis et ont perdu leur force et leur volonté. Je vous parle de cette expérience parce que je pense que lorsque nous sommes en train de nous réunir ici, non seulement pour célébrer la force de la femme, le jour de la femme est dans quelques jours, le jour international de la femme, mais aussi pour nous réunir dans la réflexion de la lutte contre le fondamentalisme islamique, nous sommes ici parce que ce fondamentalisme islamique veut diviser le monde en 2. D'un côté, les hommes, de l'autre côté, les femmes. Et que cette division arbitraire met en risque les fondements de la dignité humaine. Il est évident que hommes et femmes, nous sommes différents. Et il est évident aussi que nous, les femmes, avons le mauvais rôle dans cette division. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous sommes faibles et nous le sentons lorsque nous nous promenons dans une rue
sombre le soir et que nous avons peur parce que nous savons que nous pouvons être victimes d'une agression. Nous avons peur de manifester dans une manifestation dans la rue parce que nous savons que s'il y a une émeute, s'il y a de la violence, nous serons évidemment les premières victimes. Nous avons peur de faire valoir notre liberté à certains moments parce que nous savons que nous pouvons nous faire agresser physiquement. Mais ce qu'il y a de terrible dans cette division qui est faite, ce n'est pas la réalité de notre condition de femme à laquelle nous savons faire face et nous savons lutter pour nous défendre. Là où je trouve que la division est insidieuse et perverse, c'est qu'elle est en train de produire un effet qui est celui de changer la vision que les femmes ont d'elles-mêmes. Quand on parle des répercussions du fondamentalisme islamique, nous ne parlons pas seulement d'une agression des hommes contre les femmes. Nous sommes en train de parler d'un changement de mentalité dans les femmes elles-mêmes, qui pensent et sont convaincues qu'elles doivent être traitées de cette façon-là, qui justifient le fait qu'on leur dénie leurs droits parce que ce sont des femmes, et que dans cette vision qu'elles ont d'elles-mêmes, elles transmettent à leurs enfants des valeurs qui sont pernicieuses, qui sont antidémocratiques et qui sont avant tout une négation de la dignité humaine. C'est pour cela, je crois, que lorsque nous sommes ici réunis et que nous pensons à l'Iran, nous ne sommes pas simplement en train de penser aux femmes en Iran qui vivent dans un grand, immense camp de concentration où les femmes de l'Iran sont tenues prisonnières et dont les gardes sont leurs pères, leurs frères, leurs maris et leurs enfants. Nous sommes en fait en train de voir une société qui a, en plus de cette vision d'elle-même, une volonté d'expansion et d'exportation. Et nous voyons que ces idées sont maintenant acceptées comme normales dans d'autres pays de la région et aussi dans beaucoup de communautés en dehors de la région et du Moyen-Orient, dans les pays occidentaux, à travers les communautés qui sont venues s'installer dans les pays d'Occident et qui apportent avec elles cette façon de voir, cette façon de se juger, de voir les rapports humains et de considérer la place de la femme. Et nous voyons par exemple, en Angleterre, en France, des femmes qui ne font pas partie de la culture islamique et musulmane, portant le voile en défense du droit de liberté d'expression, du droit de pouvoir s'habiller comme l'on veut, du droit de pouvoir faire de sa vie ce que l'on veut, mais elles utilisent ce droit-là qui nous est donné et accepté et reconnu en Occident pour défendre la dénigration de la femme dans d'autres pays du monde. Et c'est là où je crois que notre devoir est celui de parler haut et fort. Nous ne pouvons pas continuer à accepter l'idée que le problème des femmes musulmanes ou le problème des femmes de l'Iran est leur problème. Il faut que nous commencions à comprendre que le problème des femmes iraniennes et le problème des femmes musulmanes est notre problème. Notre problème, pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où tout se dit et tout se sait, et que notre silence, notre complicité est en train d'affecter le droit de ces femmes et, en conséquent, est en train d'affecter nos droits à nous. Il faut lutter pour les droits de la femme dans le monde, non seulement pour les femmes d'aujourd'hui, mais pour les femmes de demain. Il s'agit tout simplement de regarder les chiffres. Les femmes musulmanes ont 7 fois plus d'enfants
que les autres femmes dans le monde. Ce qui veut dire que si nous considérons l'évolution de la population dans le monde, les femmes qui aujourd'hui ont des droits et qui les défendent sont minoritaires et vont continuer à l'être dans le monde. La Chine nie les droits de la femme. Je vous rappelle qu'en Chine, il y a une politique d'enfant unique qui fait que l'avortement de bébés femmes ou filles est généralisé. Il faut se demander que serait le monde si ces femmes-là existaient. Il faut aussi se demander ce que va être le monde si nous continuons à accepter, comme si c'était l'affaire des autres, une situation qui est en train d'affecter notre façon de vivre, qui est en train d'affecter les droits des femmes aujourd'hui, mais aussi le droit des femmes de demain. Nous ne savons pas quel va être le monde de demain, mais nous pouvons être sûrs que si jamais nous continuons à accepter que dans n'importe où dans le monde, les droits de la femme soient bafoués, il arrivera un moment donné où il faudra nous battre pour ces mêmes droits, pour nous. C'est-à-dire que nous battre pour les autres, c'est aujourd'hui nous battre pour nous, et cela de façon dramatique. C'est très curieux de dire ce que je dis, parce que si nous y pensons et si nous y réfléchissons, les femmes dans le monde, nous sommes la majorité. Il y a plus de femmes dans le monde que d'hommes. Et pourtant, nous sommes vus comme une minorité et traités comme une minorité. Pourquoi ? Parce que le monde est en proie à la violence. Nous vivons dans un monde dans lequel les violents gagnent et dans lequel les choses se font en fonction de la violence. Les gouvernements, les chefs d'État tiennent en considération la violence beaucoup plus que le droit des êtres humains. Les intérêts, la bombe atomique par exemple, qui fait que les pays d'Occident ferment la bouche, regardent ailleurs, est la conséquence de cette violence qui s'impose, alors que nous, simplement, daignons de regarder ce qui se passe avec les êtres humains. Nous sommes la majorité, nous, femmes, mais nous sommes une majorité silencieuse. Et nous sommes une majorité qui ne se fait pas écouter. Très peu de femmes chefs d'État dans le monde. Et malheureusement, les chefs d'État femmes dans le monde sont trop souvent le fruit de l'histoire. Elles sont les femmes d'hommes importants qui ont été évincés du pouvoir, ou elles sont les filles de femmes importantes qui ont été évincées du pouvoir, ou elles sont les femmes de chefs d'État qui leur ont laissé d'une certaine façon la possibilité, leur ont ouvert l'espace. Trop peu de femmes voulant prendre la direction du monde, trop peu de femmes dans les parlements, trop peu de femmes politiques, trop peu de femmes comme les femmes merveilleuses que nous voyons ici, trop peu de femmes pour véritablement se dire qu'elles ont le droit d'avoir une voix et de s'imposer. Et maintenant, il faut véritablement que ce droit soit conçu comme une responsabilité. Parce que ce n'est pas seulement le fait que nous avons la possibilité de devenir chef d'État qui est important. Ce qui est important, c'est que, par le fait d'être femme, nous sommes la voix des plus faibles. Nous sommes la voix des minorités dans le monde, même si nous sommes la majorité. Nous sommes la voix des enfants dans le monde, qui, évidemment, sont victimes de la violence imposée par les hommes dans le monde. Nous sommes la voix des malades dans le monde. Nous sommes la voix de tous ceux qui ne peuvent pas se défendre physiquement. Et nous voulons un monde qui soit organisé et dont le pouvoir vienne non pas en fonction de qui est le plus fort en termes nucléaires, en termes d'armes, en termes d'argent. Nous voulons un monde qui soit régulé en fonction des droits des êtres humains. Et c'est pour ça que la voix de la femme doit se faire entendre. Alors, dans un monde de violence, vers où nous tourner ? Il faut d'abord nous tourner vers ces femmes qui nous donnent l'exemple. Et aujourd'hui, je pense que vous serez toutes d'accord avec moi qu'il y a une femme dans cette salle qui mérite d'être reconnue comme un exemple
pour le reste des femmes dans le monde. Et cette femme est Mariane Radjavi. Mariane est un exemple pour les femmes du monde parce qu'elle mène la lutte la plus importante aujourd'hui pour les femmes dans le monde. C'est la lutte la plus importante aujourd'hui, c'est celle de lutter contre le gouvernement de l'Iran. Et ça, en tant que femme. Pourquoi? D'abord parce que l'Iran est un gouvernement ouvertement misogyne. Est un gouvernement qui ne diminue pas les droits de la femme, comme on le trouve partout dans le monde. Les droits de la femme sont bafoués aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Asie, un petit peu partout. Mais en Iran, les droits de la femme ne sont pas bafoués, ils sont déniés. Ils n'existent pas. La femme en Iran n'a aucun droit. Et nous avons une femme qui a le courage, non pas de vivre sa vie tranquillement comme elle le pourrait, mais qui a le courage de faire face à ces hommes qui la haïssent et qui l'ont condamnée à mort. Et cette femme, qui évidemment pourrait avoir cette vie différente, nous donne un exemple particulier, parce que c'est une femme qui a compris, et c'est là où je voudrais faire le parallèle avec Nelson Mandela, c'est une femme qui a compris que la force des femmes vient de leur sacrifice. Nous ne pouvons pas nous battre avec des poings ou avec de la violence, et même si nous pouvions, nous ne voudrions pas. Mais ce que nous apprenons à travers l'exemple des femmes iraniennes, en tête de Madame Radjavi, c'est que nous pouvons transformer notre faiblesse en force à travers de notre sacrifice. C'est notre sacrifice pour d'autres femmes dans le monde qui nous fait fortes. C'est ça qui peut changer le monde. Donc aujourd'hui, quand nous allons sortir d'ici, nous avons évidemment nous demander « Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, il faut transformer notre vie en arme contre la mort. Et notre vie, c'est tout ce que nous sommes. C'est notre pouvoir de marcher et de nous tenir debout et de participer, de donner une voix à celles qui n'en ont pas. Ce sont nos mots pour confronter le mensonge et la calomnie. C'est notre passion pour confronter l'indifférence. C'est notre condition de femme pour lutter contre ceux qui sont comme nous, les plus faibles dans le monde, pour d'autres raisons, et en plus pour celle d'être femme. C'est de comprendre que parce que nous sommes faibles, nous sommes fortes. Merci.